Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet majeur, un des plus grands défis de la biologie, le cancer. On va se transformer en véritables enquêteurs scientifiques. Imaginez, chacune de nos cellules est censée coopérer, travailler en équipe. Mais que se passe-t-il quand l'une d'entre elles se rebelle? C'est précisément ce qu'on va décrypter ensemble. C'est un chapitre essentiel de notre programme de première, alors restez bien concentrés. Voilà la question qui va nous guider. Comment est-ce possible qu'une cellule normale, l'une de nos cellules, puisse devenir une ennemie, une sorte de traître, qui se met à se multiplier de façon complètement folle et qui finit par menacer tout l'organisme? C'est ce mystère qu'on va tenter d'élucider aujourd'hui. Alors, pour mener notre enquête, voici notre plan d'attaque. On va d'abord se pencher sur la cellule rebelle elle-même. Ensuite, on ira voir du côté des gènes, qu'on peut voir comme des accélérateurs et des freins. Après, on s'intéressera aux complices environnementaux. On verra aussi comment prévenir et dépister. Puis, on passera les traitements à la loupe. Et on terminera, bien sûr, avec un bilan complet pour le bac. Allez, c'est parti. Première partie donc, la cellule rebelle. C'est le point de départ de tout. Une seule cellule, qui à un moment déraille. Mais comment ça se passe concrètement? Alors, une chose vraiment importante à comprendre, c'est que le cancer, ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un processus, une sorte d'escalade en plusieurs étapes. Au début, étape 1, on a une cellule qui subit une première mutation, on dit qu'elle est initiée. Ensuite, étape 2, elle commence à se multiplier un peu trop et ça forme ce qu'on appelle une tumeur bénigne. Là, c'est encore localisé, sous contrôle. Mais le vrai tournant, c'est l'étape 3, la cancérisation. De nouvelles mutations s'accumulent et là, les cellules deviennent complètement anarchiques. Et enfin, étape 4, on a une tumeur cancéreuse ou maligne, dont la croissance est devenue totalement incontrôlable. Mais le vrai danger, ce qui définit vraiment un cancer, c'est sa capacité à voyager. Une tumeur cancéreuse, elle ne reste pas tranquillement à sa place. Non, elle envahit les tissus autour d'elle. Et pire encore, certaines de ces cellules peuvent se détacher, partir dans la circulation sanguine ou lymphatique et aller fonder de nouvelles tumeurs ailleurs dans le corps. C'est ce qu'on appelle les métastases. Et c'est cette dissémination qui rend la maladie si redoutable. Bon, on a vu le processus, le comment. Maintenant, on va plonger au cœur du réacteur pour comprendre le pourquoi. Qu'est-ce qui provoque ce chaos? La réponse se trouve dans nos gènes, au plus profond de notre ADN. Pour comprendre, on va utiliser une analogie toute simple, celle de la voiture. Imaginez que la division d'une cellule, c'est comme conduire une voiture. Pour que tout se passe bien, il faut deux choses, un accélérateur et des freins. Eh bien, dans nos cellules, c'est pareil. On a des gènes qu'on appelle les proto-oncogènes, ce sont les accélérateurs, ils disent à la cellule « vas-y, divise-toi ». Et on a les anti-oncogènes, ce sont les freins. Eux, ils disent « stop, on arrête la division » ou alors « attention, il y a une erreur dans l'ADN, on répare avant de continuer ». Le problème, évidemment, c'est quand des mutations viennent saboter ce système. Si un proto-oncogène mute, il se transforme en ce qu'on appelle un oncogène. Et là, pour reprendre notre analogie, c'est comme si la pédale d'accélérateur restait coincée au plancher. La cellule n'arrête plus de se diviser. Et si un anti-oncogène mute, eh bien c'est comme si les freins lâchaient. La cellule ne peut plus s'arrêter. Et le pire, c'est que souvent dans un cancer, c'est les deux en même temps. L'accélérateur est bloqué et les freins sont cassés. La voiture est devenue folle et la catastrophe est quasi inévitable. D'accord, on a compris qu'il y a des pannes génétiques. Mais qu'est-ce qui les cause, ces pannes? Parfois, c'est juste le hasard, des erreurs de copie de l'ADN. Mais très souvent, il y a des complices, des facteurs extérieurs, dans notre environnement, qui viennent endommager notre ADN. On les appelle les agents mutagènes. Prenons un exemple que tout le monde connaît, le soleil, ou plus précisément ses rayons ultraviolets, les UV. Ces rayons, on peut les voir comme des milliards de minuscules projectiles qui bombardent nos cellules de la peau et peuvent casser notre ADN. Heureusement, la plupart du temps, la cellule répare les dégâts. Mais parfois, la réparation se fait mal et hop, une mutation s'installe. C'est pour ça qu'il est super important de se protéger du soleil et de surveiller ses grains de beauté, par exemple avec la méthode ABCDE que vous voyez ici. Et bien sûr, il n'y a pas que le soleil. Le complice numéro 1, c'est sans doute le tabac, qui est bourré de substances chimiques mutagènes. On peut aussi citer l'alcool, l'amiante, et il n'y a pas que des produits chimiques, certains virus peuvent aussi être des complices. C'est le cas des papillomavirus, ou HPV, qui sont directement liés à la plupart des cancers du col de l'utérus. Tous ces facteurs, en fait, ils augmentent la probabilité que ces fameuses pannes génétiques se produisent. Bon, face à ce tableau un peu sombre, la question c'est est-ce qu'on est impuissant? Heureusement, non. La science et la médecine ont développé des stratégies. On passe maintenant à la contre-offensive, la prévention et le dépistage.
Regardez ce graphique. C'est l'exemple parfait de l'efficacité de la prévention. Ça compare le nombre de lésions précancéreuses, donc juste avant le cancer, chez des femmes vaccinées contre le papillomavirus et chez des femmes non vaccinées. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est spectaculaire. On ne parle pas de réduire le risque de 10 ou 20%, on le divise par plus de 100. C'est la preuve éclatante qu'en bloquant le complice, ici, le virus, on empêche la maladie de s'installer. L'autre grande stratégie, c'est le dépistage. L'idée est toute simple. Il vaut mieux détecter un début de feu quand il n'y a qu'une petite flamme plutôt que d'attendre que toute la maison brûle. Le dépistage, c'est ça. On cherche la maladie alors qu'elle n'est encore qu'à un stade minuscule, avant même l'apparition de symptômes. C'est le but des campagnes organisées, comme pour le cancer du sein par exemple. Plus on détecte tôt, plus les traitements sont simples et efficaces. Maintenant, imaginons que malgré la prévention et le dépistage, un cancer soit diagnostiqué. Quelles sont les armes dont on dispose pour le combattre? C'est ce qu'on va voir en passant les traitements à la loupe. Alors, les traitements historiques les plus connus, ce sont la chimiothérapie et la radiothérapie. Il faut les voir un peu comme des bombardements à l'aveugle. La chimiothérapie, c'est un bombardement chimique. On injecte des produits qui vont tuer toutes les cellules qui se divisent rapidement. Ça marche bien sur les cellules cancéreuses, mais ça touche aussi nos cellules saines qui se divisent vite, comme celles des cheveux ou du système digestif. D'où les effets secondaires. La radiothérapie, c'est un bombardement plus localisé, avec des rayons très puissants qui ciblent et détruisent la tumeur. C'est efficace, mais ça manque un peu de finesse. Et puis, il y a la révolution de ces dernières années, l'immunothérapie. Et là, l'idée est complètement différente et elle est juste géniale. Normalement, notre système immunitaire est capable de reconnaître et de détruire les cellules anormales. Le problème, c'est que les cellules cancéreuses sont très malignes. Elles arrivent à se camoufler pour passer inaperçues. L'immunothérapie, c'est un traitement qui va en quelque sorte démasquer les cellules cancéreuses pour que notre propre système immunitaire puisse enfin les voir et faire son travail, les attaquer et les détruire. C'est une approche bien plus ciblée. Voilà, on arrive au bout de notre enquête. C'est le moment de tout rassembler, de mettre de l'ordre dans nos idées et de faire le bilan pour être parfaitement au point pour le bac. Ce schéma bilan, c'est vraiment la synthèse de tout ce qu'on a dit. Regardez bien, on peut suivre toute l'histoire. Ça part d'agents mutagènes comme les UV ou le tabac, qui provoquent des mutations dans l'ADN d'une cellule saine. Cette cellule initiée se multiplie et forme une tumeur. Avec d'autres mutations, cette tumeur devient cancéreuse et peut même former des métastases. Et face à ça, on retrouve nos stratégies, la prévention en amont pour éviter les mutations et les différents traitements pour combattre la maladie une fois qu'elle est là. Tout y est. Pour finir, voici les mots-clés, le vocabulaire incontournable pour le bac. Cancérisation, proto-oncogène, agent mutagène, métastase. Assurez-vous de bien maîtriser la définition de chacun de ces termes et de savoir les utiliser dans un raisonnement. C'est un peu votre checklist de révision. Si tout ça est clair pour vous, c'est que vous avez bien compris le chapitre. On a parcouru ensemble un long chemin, de la simple mutation dans une cellule jusqu'aux thérapies les plus modernes. Mais évidemment, la science, elle, ne s'arrête jamais. La recherche avance à pas de géant. Alors quelle sera la prochaine grande découverte, la prochaine arme contre le cancer? La question reste ouverte. Et qui sait, peut-être que la réponse viendra d'un ou d'une d'entre vous dans quelques années. Merci beaucoup pour votre attention et surtout, bonne révision!